Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment convertir une machine physique en machine virtuelle, ce qu'on appelle aussi un P2V ou Physical to Virtual. L'objectif de cette démarche, c'est de convertir par exemple un ancien serveur tel quel pour pouvoir le changer de plateforme matérielle sans changer forcément son système, ou alors convertir une machine physique cliente par exemple, un ordinateur qui serait historique qu'on ne pourrait pas remplacer, afin de remplacer le matériel, de le passer sur une plateforme virtualisée et pouvoir lui offrir de meilleures performances et une meilleure sécurité. Je vais vous donner un cas concret, j'ai exprès volontairement pris ici un Windows 10 pour la démo, avec sa fin de support qui arrive très bientôt. L'idée c'est de se dire qu'on peut avoir certains postes initialement en Windows 10 dans nos parcs informatiques, qu'on va devoir conserver, et plutôt que de les laisser physiquement sur le réseau tel quel, on peut les convertir en machines virtuelles et les éteindre et les allumer au besoin pour continuer à les consulter. Je pense à certains ordinateurs, notamment dans l'industrie, qui vont comporter des programmes qu'on consulte de temps en temps et pour lesquels on ne pourra pas facilement mettre à niveau vers Windows 11. Donc pour ne pas ou en tout cas éviter d'avoir des postes vulnérables sur le réseau, on peut les isoler de cette manière-là en les convertissant facilement en machine virtuelle. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Le P2V ça peut aussi être utilisé pour des migrations, même si ça arrive de moins en moins, on retrouve encore des serveurs physiques parfois qu'on doit migrer, ça peut être la première étape. Pour pas migrer depuis un matériel quasi en tout cas obsolète et très lent, on peut commencer par faire un P2V, passer le serveur physique sur notre infrastructure de virtualisation et ensuite procéder aux migrations classiques vers des systèmes plus récents. Alors ce P2V, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est on va dire le cas le plus simple. Je vais partir d'une machine Windows, donc un serveur Windows ou un poste client Windows, ici un poste client Windows 10, et je vais le convertir vers une machine virtuelle pour Hyper-V, donc vers un disque virtuel pour Hyper-V, ce qu'on appelle un VHD. L'idée étant là déjà de vous montrer la démarche, comment ça fonctionne. Après, pour les cas particuliers, on peut très bien convertir ce disque virtuel pour une autre plateforme de virtualisation si c'est nécessaire. Et bien évidemment, pour des systèmes différents comme du Linux, il va falloir passer par d'autres outils, notamment Vim Backup qui peut procéder à ce type de P2V. Alors, avec Dist2VHD, comment ça se passe? Dist2VHD, déjà c'est un outil qu'on peut retrouver sur le site de Microsoft, qui est très simple d'utilisation. On le télécharge, on le décompresse, et on retrouve ici les différents programmes. Nous, on va utiliser le Dist2VHD 64, puisqu'ici j'ai une édition 64 bits de mon poste client. Je vais simplement l'exécuter, et ici on va avoir un certain nombre d'options. Déjà, on va voir où est-ce que je peux placer mon fichier VHD, donc mon virtual hard disk, mon disque dur virtuel qui va contenir toute ma machine. Et je vais ensuite pouvoir choisir qu'est-ce que j'inclus dans ce VHD. Alors, nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de notre poste client, si je vais juste ici, c'est le disque local C. Parce que comme on voit ici, j'ai branché un disque USB sur la lettre E, donc je vais la décocher, je ne veux pas inclure mon disque USB. Et où est-ce que je vais copier le fichier VHD? Par défaut, c'est habituellement sur le disque C, mais c'est donc sur lui-même, ce qui peut créer des soucis de performance notamment. Déjà, on va écrire et lire au même endroit, donc on va diviser les performances du disque dur. Et aussi des soucis d'espace. Imaginez qu'il va falloir copier la totalité du disque dur dans ce fichier. Donc on ne peut pas copier sur soi-même, en tout cas c'est déconseillé. Ça peut vite faire planter un serveur ou une machine quand on va faire cette conversion et faire planter la conversion en même temps. Le plus efficace est donc de brancher un disque à part sur lequel on va copier les informations. On peut aussi envoyer ce VHDX directement sur les réseaux, directement sur notre hyperviseur par exemple. Ça reste une solution que je n'aime pas trop parce qu'en cas de perturbation réseau ou de coupure réseau, vous allez couper votre conversion. C'est un processus qui peut être assez long, hein, sur des vieux serveurs ou des vieilles machines, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et une variation réseau peut arriver plus vite qu'une variation d'un disque USB ou même d'un deuxième disque en interne si vous avez la possibilité. Là on aura les meilleures performances possibles. Donc faire la conversion en local et ensuite faire la copie plutôt que de faire les deux en même temps. On s'évite des soucis. Dans la même idée, je vous donne quelques conseils. À chaque fois que je fais ce type de manipulation, je fais un nettoyage du disque.
Vous avez l'outil nettoyage du disque sur Microsoft qui va vous permettre de supprimer les fichiers temporaires, supprimer les mises à jour en attente. Je vais aussi supprimer les données qui sont plus utilisées. Souvent dans téléchargement, vous pouvez avoir des informations qui sont plus utiles. Vous pouvez retrouver du temps à nettoyer. Voilà, l'idée c'est de faire le ménage le plus facilement possible, parce qu'on va pas aller non plus faire trop travailler la machine source pour éviter de créer des problèmes. Mais on va quand même minimiser les données à copier. On va essayer de réduire un peu le volume de données à récupérer, parce que comme je vous le disais, sur des vieilles machines, ça peut être très long. Donc une fois que j'ai fait ce nettoyage et que j'ai mis un disque de destination, je vais pouvoir préparer ma copie. La première étape, si vous avez un antivirus tiers, il va falloir le désactiver. C'est important de désactiver l'antivirus tiers pendant la conversion pour éviter un souci d'accès sur certains fichiers, notamment certains fichiers système pour la conversion. La deuxième étape, moi j'aime bien couper le réseau. C'est ce qu'on voit ici, là vous voyez que j'ai plus internet, j'ai plus accès au réseau. J'aime bien couper le réseau sur la machine que je vais convertir pour être sûr que personne ne continue à y accéder pendant que je fais la conversion. La conversion elle se fait à chaud dans ce cas-là, donc la machine allumée. Donc si on laisse le réseau branché, on va avoir des gens qui vont continuer à accéder à des données. Et nous on va voir qu'on va créer une copie à l'instant T, on va faire une photo de la machine, donc tout ce qui va se passer après ne sera pas récupéré. Donc forcément on aurait potentiellement une perte de données si on ne coupe pas le réseau. On a un risque en tout cas que ça arrive. Donc quand j'ai fait ces différents prérequis, le nettoyage, la déconnexion du réseau et la désactivation de l'antivirus, on va pouvoir procéder à la conversion en tant que telle. Comment ça va se passer? Je spécifie donc la destination, je spécifie donc bien mon deuxième disque, ou en tout cas mon disque qui est différent de mon disque système, et attention, c'est bien un disque physique différent, pas juste une partition différente. Je vais inclure les différentes partitions de démarrage et de récupération qu'on a ici, et bien évidemment les différentes partitions système et de données. Je n'oublie pas de décocher les disques USB ou les disques qui ne m'intéressent pas. Et je vais bien vérifier que la case VHDX est copiée pour éviter que mon disque virtuel prenne de la place non nécessaire lorsque je vais le copier. Et je vais bien cocher la case Use Volume Shadow Copy. Pourquoi? Puisqu'on veut bien faire une shadow copy, c'est-à-dire un instantané, une photo du système existant, car on va le faire à chaud. Donc si je ne cochais pas cette case, des fichiers qui seraient actuellement lus par le système ne pourrait pas être inclus dans le fichier VHD. Là, le principe de shadow copy, je l'ai expliqué dans les différentes vidéos sur la sauvegarde. On fait une photo du système et on sauvegarde la photo. Dans ce cas-là, on convertit la photo. Ce qui fait que le système peut continuer à travailler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement la photo. Et donc cette photo-là, elle n'est pas verrouillée par un quelconque processus. Et une fois que j'ai coché ces différentes cases et appliqué les différents prérequis, je clique sur Create. Et on va ici voir que le snapshot se fait, et on va ensuite voir le temps estimé de fin. Alors là, comme vous pouvez le voir chez moi, c'est très rapide. Je travaille sur disque NVMe, sur deux disques différents en plus, sur la source et la destination. Et j'ai une trentaine de gigas à capturer. Donc vraiment les meilleures conditions. C'est rare que ça se fasse comme ça, mais là en une minute, on a donc notre VHD qui va être créé. L'export vers le VHD a été fait avec succès. Je peux aller vérifier dans l'explorateur que le disque USB que le VHD est bien là. On va afficher les extensions pour être certain. Voilà, on est bien en VHDX. J'ai mis un petit flag pour vérifier quand je vais réimporter ce VHDX que tout va bien. J'ai mis sur le bureau un TXT avec marqué machine virtualisée. Et on va copier ce VHDX vers mon serveur Hyper-V, donc vers mon hyperviseur pour pouvoir l'importer et vérifier que la machine démarre bien. À partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est d'éteindre votre machine source. De la même manière pour la préserver. Quand on fait une migration ou une conversion, c'est toujours important d'avoir une solution de retour en arrière, ce qu'on appelle un rollback. Le rollback va nous permettre, si notre conversion n'a pas fonctionné, là vous êtes en train de faire ça à un moment où les personnes n'utilisent pas le poste, si votre conversion ne marche pas, vous pourrez facilement rallumer le poste, le rebrancher, et rien ne sera passé pour les utilisateurs. Donc je vais passer sur l'hyperviseur, et puis on va regarder tout ça ensemble. Voilà, je suis passé sur mon serveur Hyper-V de test sur lequel je peux faire ce type de manipulation. Alors, j'ai copié le VHDX dont on a parlé tout à l'heure, on va aller voir dans ce PC, je l'ai copié sur la partition data de mon serveur Hyper-V. Alors je vous ai passé le temps de copie, on s'imagine qu'on a branché le disque USB et on a lancé la copie. On copie bien la donnée en local. Et une fois que c'est fait, on vérifie déjà, première étape, que le VHDX n'est pas corrompu. La meilleure solution sur un serveur Windows, vous faites bouton droit monter. Et si tout va bien, dans ce PC, vous allez pouvoir voir apparaître votre disque de votre poste de tout à l'heure.
On voit que j'ai bien un nouveau disque local qui apparaît. Si je vais dans utilisateur et que je vais voir sur mon utilisateur de tout à l'heure, on retrouve bien le fichier machine à virtualiser.txt avec la date du jour et l'heure du jour. Donc là on est sûr que le VHD déjà en tout cas la copie s'est faite de manière complète et le VHD est lisible. Donc à première vue on n'a pas de souci purement de copie. Ça élimine déjà un problème au cas où la machine virtuelle ne démarre pas tout à l'heure. Donc ça, une fois que c'est validé, on fait bien éjecter le VHD pour qu'il soit lisible ensuite par Hyper-V. On vérifie bien qu'il s'est bien éjecté, on voit qu'il a disparu ici. Et je l'ai toujours bien dans mes disques virtuels. Alors, dans le cadre du P2V, je n'ai pas de fichier de machine virtuelle. Puisque avant c'était une machine physique, il va falloir que je crée une nouvelle machine virtuelle. Simplement, j'irai chercher ce disque virtuel existant. On va donc faire nouveau, ordinateur virtuel. On va lui donner un nom. Moi, je l'avais appelé client GeekAdvisor, on va faire un peu court. Vous le stockez à l'endroit habituel de vos machines virtuelles. Au niveau de la génération, ça va dépendre de ce que vous démarrez. Alors moi c'est un Windows 10, donc aucun souci pour moi de la génération 2. On va ensuite spécifier la mémoire. Alors je vous conseille surtout sur les vieux systèmes de bien respecter les multiples de 2. Dans mon cas, c'est un Hyper-V de test, je vais laisser 1 giga, ça suffira. Mais on met la mémoire qu'on veut, c'est ça qui est pratique dans ce type de solution. Hein. Vous allez pouvoir booster les performances potentiellement d'une ancienne machine physique. Par principe de précaution, de la même manière, je ne branche pas tout de suite la carte réseau. J'aime bien vérifier que tout démarre, que tout fonctionne bien, que les services démarrent, et ensuite je branche la carte réseau. Donc on va le laisser en eau connectée. Et après, on va aller chercher le disque dur virtuel qu'on a récupéré tout à l'heure. On va faire parcourir ici. Et on prend bien notre disque dur virtuel VHDX qu'on a converti. On va valider. Et on va lancer. Avant démarrage, on peut aller vérifier que le nombre de cœurs est adapté. On n'oublie pas que sur les versions d'Hyper-V avant 2025, on a seulement un cœur d'attribué, c'est très peu. N'hésitez pas à adapter le nombre de vCPU à vos besoins. Là, dans le cadre du test, je vais juste mettre 4 pour qu'on puisse avoir un démarrage assez rapide. Et ensuite, on va démarrer ensemble la machine virtuelle. Là, elle démarre correctement, on voit qu'on a la séquence de boot qui est lancée. Donc à première vue, tout se passe bien. Et correctement démarrer. Je vais pouvoir me loguer. Alors je vais me loguer en local, hein. On est sur une phase de test. Je vais juste vous montrer comment fonctionne le P2V. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y a eu une petite préparation du périphérique comme si on avait fait une réinstallation ou un changement matériel. On voit bien que l'installation de Windows a quand même détecté un changement matériel. Et c'est pour ça que la dernière étape de finalisation, que je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer parce que moi c'était une machine virtuelle que j'ai convertie, vu qu'on est dans un labo, ça va être de supprimer tous les pilotes qui vous servent plus, tout simplement. Hein, votre nouveau système là, virtuel, il n'a plus besoin des pilotes que vous aviez avant pour votre ancien matériel. Donc dans le panneau de configuration et dans la gestion des périphériques, vous pouvez faire du nettoyage. Un bon P2V, quelque chose de bien fait, va passer par là, va passer par ce nettoyage là. Donc là je retrouve bien ma machine avec le fichier TXT machine à virtualiser, tout s'est bien passé, l'heure est juste, on n'a pas de souci particulier. Je peux, pour terminer, brancher la carte réseau. Dans la carte réseau, je peux brancher le câble. Et on a terminé notre conversion. À partir de ce stade-là, on n'oublie pas d'intégrer cette nouvelle machine au sein du plan de sauvegarde, au sein du plan de supervision, et on décide de la protection à l'attribuer. Là, j'ai fait une simple conversion. Maintenant, il va falloir utiliser cette machine à bon escient. Si c'est une machine qui sera archivée à terme, eh ben, on la laissera pas brancher au réseau, par exemple, et on la laissera pas allumer. Voilà. Si c'est quelque chose qu'on va allumer ponctuellement pour juste aller chercher l'information parce qu'on doit la conserver, on va l'isoler au maximum. Si c'est un ancien serveur qu'on voulait migrer vers un nouveau serveur mais que le matériel source était trop vétuste pour pouvoir supporter la migration normale, bah à partir de maintenant on va pouvoir travailler comme si on migrait notre serveur, sauf qu'on profite des performances de notre nouvelle infrastructure. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo c'était de vous montrer comment convertir n'importe quelle machine Windows vers une machine virtuelle Hyper-V. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.